Bonjour à tous, je suis Benoît, développeur, formateur, chef d'entreprise, mais surtout jury d'examen. Dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous parler de l'épreuve DWWM. Je vais vous parler un petit peu de l'entretien dans sa globalité, je vais vous parler des 3 phases, la présentation de projet, l'entretien technique et l'entretien final. Je vais vous parler un petit peu des questions types sur lesquelles vous pourrez tomber. Bien évidemment, je fais cette vidéo en novembre 2014, je tiens compte donc du référentiel à ce moment-là. C'est donc le référentiel qui est en place depuis le milieu d'année 2023 et donc je ne peux évidemment pas tenir compte des évolutions futures. Alors, le jour où vous viendrez passer votre soutenance, ça va se passer en 4 grandes parties. Vous avez tout d'abord le questionnaire d'anglais. Donc cette phase-là se fait en commun avec tous les autres apprenants qui passent la soutenance ce jour-là. Quand je dis en commun, c'est tout simplement que vous la passez tous en même temps dans une salle fermée. Vous avez chacun un poste numérique. Il s'agit donc d'un texte qu'on vous fournit en anglais. Et vous avez un questionnaire avec 2 questions ouvertes, 2 questions fermées auxquelles il faut répondre en anglais, évidemment. Alors ne vous en faites pas, le texte n'est pas très compliqué, les questions non plus. Il s'agit là plus d'une formalité qu'autre chose. Une fois cette partie faite, quand viendra votre tour de passer devant le jury, puisque malheureusement pour certains d'entre vous, il va falloir patienter une certaine partie de la journée, puisque les jurys vous reçoivent les uns après les autres. Donc quand vient votre tour, vous rentrez donc dans la salle avec les jurys, en huis clos, pendant maximum 1h30. Je vais vous détailler par la suite un petit peu plus ces phases. Alors justement, durant cette heure et demie devant les jurys, vous avez 3 grandes parties. Vous avez 35 minutes de présentation de votre projet, d'accord. Vous avez ensuite 40 minutes d'entretien technique et 15 minutes d'entretien final. Je vais par la suite vous détailler plus en détail ce qui est attendu dans chacune de ces parties. Donc, alors avant de vous parler en détail de ce qu'il va falloir raconter à ces personnes, justement, qui sont les personnes que vous aurez en face de vous? Donc, vous aurez minimum 2 personnes en face de vous. C'est une obligation légale administrative, hein, c'est comme ça, c'est minimum 2 personnes. Donc, ce sont des jurys professionnels. Ce sont des gens qui sont en activité. Ce sont des développeurs, ce sont des chefs de projet, ça peut être des freelances, ça peut être des responsables de pôle, peu importe. Il y a de multiples casquettes dans la communauté des jurys. Voilà, il faut savoir que les jurys que vous avez en face de vous ont un devoir de bienveillance. Ils ne sont absolument pas là pour venir vous casser. Ils sont là vraiment pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre en confiance. Et justement, ils sont là pour voir quelles sont vos connaissances, quelles sont vos compétences. Voilà. Alors après, quelles sont les conditions de passage? Les conditions de passage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en huis clos avec les jurys. Vous aurez à votre disposition normalement une connexion Internet, une table, une chaise évidemment pour vous poser votre matériel et un moyen de projeter votre présentation puisque évidemment il s'agit bien d'un oral et il va y avoir un document à présenter. Alors pourquoi je vous ai dit une table, une chaise? Parce que vous avez la possibilité de vous asseoir, mais moi je vous conseille de le faire debout. Je reviendrai sur ce point bien plus tard, il y a des raisons pour ça. Donc maintenant, parlons un petit peu de l'épreuve en elle-même. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, il y a 3 grandes parties. La première partie, ce qu'on appelle la présentation, dure 35 minutes maximum. C'est un temps durant lequel vous devez exposer votre projet, comment vous l'avez réalisé. Durant ce temps, le jury n'a pas le temps d'intervenir, il ne fait que prendre des notes. C'est votre temps de présentation, vous l'organisez comme vous le souhaitez. La suite de cette vidéo parlera justement des petites astuces de comment, en tant que jury, j'aime bien avoir une présentation organisée de manière à ce qu'elle couvre un maximum de compétences. Mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc j'insiste bien sur le fait que ce sont vos 35 minutes, vous devez les organiser comme vous le souhaitez. Ensuite à ce temps vient l'entretien technique qui lui dure 40 minutes. Donc les 40 minutes sont un temps dédié, on va dire que là c'est plutôt les jurys qui drive l'entretien puisque c'est eux qui vont vous poser des questions sur votre présentation, sur le projet que vous avez présenté. Donc votre projet, hein, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet de stage, ça peut être un projet personnel, peu importe à partir du moment où ce projet vous permet de couvrir les compétences qui sont demandées dans le titre, hein, d'accord? Donc l'entretien technique,
technique, encore une fois, les jurys vont vous poser des questions sur ce que vous avez présenté, et ils vont éventuellement vous poser des questions sur des choses qui manqueraient peut-être dans votre présentation, puisqu'il y a quand même un référentiel à couvrir, hein, je vous le rappelle. Et ils peuvent également, peut-être, vous poser des questions sur des choses qui n'ont rien à voir, tout simplement pour voir quel est votre niveau de développement, de connaissance dans notre milieu, parce que on ne s'arrête pas forcément au référentiel, on essaye de voir quel est vraiment votre niveau de connaissance, parce qu'on peut être amené à vous amener des conseils, vous parler d'orientation, peut-être de secteur qui serait adapté à votre profil. Donc ça, c'est l'entretien technique, hein, je rappelle 40 minutes. Derrière, vous avez l'entretien final. Alors, avant de parler de l'entretien final, je vous signale juste que certains jurys vous feront peut-être sortir de la salle entre l'entretien technique et l'entretien final. Ça arrive, ne soyez pas étonnés, mais c'est pas souvent le cas. Donc l'entretien final, lui, dure 15 minutes maximum. Qu'est-ce que c'est que cet entretien? Là, c'est un entretien complètement informel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une discussion avec le jury. C'est un moment que le jury prend pour comprendre comment vous fonctionnez, quel est votre état d'esprit, où en êtes-vous par rapport au positionnement dans le marché. Est-ce que vous avez l'intention de postuler juste après votre soutenance? Est-ce que vous avez déjà trouvé un emploi, etc., etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne le temps de présentation, puisqu'il s'agit bien d'un oral, d'une présentation, vous devez réaliser un document qui sera projeté et vous devrez accompagner ce document d'un discours d'explication. D'accord? Donc, le document en lui-même, il n'y a aucune obligation. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être un Geniali, ça peut être un Figma animé, ça peut même être un PDF. Il n'y a aucune obligation là-dessus, à partir du moment où vous êtes en capacité de nous le projeter, de nous le présenter. D'accord? Moi, je vous conseille, en fonction de l'outil que vous utilisez, de prévoir une solution de secours. Imaginez que vous utilisiez un Figma ou un Geniali et que ce soit des ressources qui soient uniquement disponibles sur Internet et que ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas Internet. Bon bah voilà, essayez de prévoir peut-être, dans le pire des cas, une solution dégradée du style vous avez exporté en PDF de manière à pouvoir nous le présenter au cas où. Hein. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est ce que je fais vraiment pour mes présentations. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on prévoit une solution de secours. Alors, durant votre présentation, quelles sont les choses que vous devez nous présenter? Vous avez normalement déjà pris connaissance du document qu'on appelle React, dans lequel sont exprimés les CCP et les compétences que vous devez couvrir. Donc, pour le titre DWWM, il y a deux CCP, ce qu'on appelle plus communément, nous, un CCP front et un CCP back. Dans le premier CCP concernant le front, vous avez 4 compétences. Donc, installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet. La deuxième, maqueter des interfaces utilisateurs. La troisième, réaliser une interface utilisateur. Et la quatrième, développer la partie dynamique d'une interface utilisateur. Globalement, on parle de conception de front, de tout ce qui est visuel. Pour le deuxième CCP, développement back, là vous avez encore une fois 4 compétences qui sont mettre en place une base de données relationnelle, développer des composants d'accès aux données, développer des composants métiers et documenter le déploiement d'une application. Donc pour obtenir votre titre, vous allez devoir couvrir l'intégralité de ces points. Le titre peut également être obtenu partiellement en fonction de votre prestation, de vos réponses. Le jury pourrait très bien vous donner un CCP sur 2, ce qui fait que c'est une réussite partielle et dans ce cas-là, vous devriez repasser l'examen juste en couvrant le CCP qui vous manque. Donc les temps ne seraient pas les mêmes, etc., etc. Alors, parlons maintenant de la première compétence, donc du CCP front. Qui s'intitule « Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile ». Alors évidemment, dans cette compétence, on ne vous demande pas de nous expliquer comment vous avez installé Visual Studio Code ou un autre IDE, c'est pas ça le sujet. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir un petit peu quels sont les stacks, quelles sont les technologies que vous avez choisies pour votre projet. Expliquer un petit peu, plutôt justifiez-nous vos choix techniques, pourquoi telle ou telle technologie. Expliquez-nous également quel type d'outils collaboratifs vous avez pu utiliser. Est-ce que vous avez mis en place un Git, je l'espère. Quelle était votre logique de branche? Comment vous avez organisé votre travail avec les autres acteurs du projet? Expliquez-nous
tout l'environnement technique, aussi bien de développement qu'organisationnel. Alors, en ce qui concerne donc la deuxième compétence qui s'intitule maqueter des interfaces utilisateurs web ou web mobile, alors là, bien évidemment, on est sur un titre de développeur, on ne vous demande pas d'être des graphistes, on ne vous demande pas de tout faire au niveau conception graphique, on vous demande surtout d'avoir la connaissance de cette conception graphique, de comment ça se déroule. Euh, Vous n'avez pas forcément le temps non plus de réaliser toutes ces étapes. Bien évidemment, dans le cadre d'un projet d'études, des choses comme ça, si en plus vous êtes en alternance, on est bien conscient que le temps est une denrée précieuse et que vous n'avez souvent pas la possibilité de tout réaliser. Donc il faut être focus sur des choses prioritaires. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette compétence? Il va falloir nous parler de charte graphique. Est-ce que vous avez élaboré une charte graphique? Est-ce qu'il y en avait peut-être déjà une dans votre projet? Est-ce que dans vos choix, il y a une considération pour l'accessibilité sur les couleurs, sur les contrastes, sur les types de police que vous avez choisis, d'accord? Et ensuite, vous devez nous parler du processus de conception graphique. Alors quand je dis processus de conception graphique, je parle des différentes étapes de validation, parce qu'on ne réalise pas des maquettes directement. Ce serait assez hasardeux et on pourrait très bien entendre son client nous dire après 4 jours de travail sur des maquettes, nous dire mais non c'est pas ça que je voulais, bah, qu'est-ce que vous faites de vos 4 jours? Ils sont déjà perdus, d'accord? Donc non, on commence par un zoning. Un zoning, vous prenez une feuille, un crayon et à main levée des zones pour déterminer avec votre quelle grande structure vous voulez donner à son application, à son site, d'accord? Seulement quand le zoning est validé par le client, là vous pouvez passer à l'étape de wireframe. Là, on reprend ces zones et on va aller un petit peu plus dans le détail. Est-ce que dans mon header, je vais avoir plutôt un logo à gauche, un titrage peut-être dans mon header, mon menu sur la gauche, est-ce que, voilà, comment je vais le présenter, est-ce qu'il y aura un icône, un texte, etc. Enfin, voilà. L'étape de wireframe, je vous laisse aller regarder plus en détail ce que c'est, mais on respecte bien ces étapes, zoning, wireframe. Au maquettage. Donc là, on va venir appliquer les notions qui sont dans la charte graphique à notre maquette, on respecte les couleurs, on respecte les typos, on agence tout, et c'est présent à notre client, et on attend une validation de sa part, bien évidemment. Donc si vous nous avez présenté ces 3 étapes, c'est déjà plutôt pas mal. En bonus, si vous en avez la capacité, et pour ceux qui par exemple auraient réalisé leur maquette sur Figma ou Adobe XD, il y a l'étape de prototypage. On peut rendre dynamique une maquette de manière à présenter un prototype de l'application à son client. C'est des outils qui sont maintenant assez évolués, qui peuvent nous permettre de faire ces choses-là assez rapidement. C'est plutôt pas mal. Et vraiment, si vous avez déjà réalisé tout ça, vous pouvez en plus nous réaliser un mock-up. Ça, c'est vraiment sympa. C'est une mise en situation de votre produit, peut-être par exemple dans un téléphone ou dans un ordinateur portable ou sur toute autre mise en situation. D'accord? Donc voilà, si vous avez respecté ces 5 étapes de conception graphique, là, vous connaissez l'ensemble de la schématique. Parlons maintenant de la 3e compétence du CCP Front, qui s'intitule réaliser des interfaces utilisateurs web ou web mobile. Alors pour cette compétence, clairement, il va falloir nous parler d'HTML et de CSS, puisqu'on est bien sur un titre web, ce sont donc les technologies principales pour réaliser ça. Alors de quoi il va falloir nous parler? Vous allez nous montrer une page réalisée qui est en principe le plus fidèle à votre maquette. Si elle n'est pas fidèle, essayez de nous expliquer pourquoi il y a eu des modifications. Montrez-nous normalement que votre page est responsive, puisqu'elle doit normalement au moins être, au moins une page doit être responsive. Montrez-la nous en format mobile, en format desktop. Expliquez-nous comment vous avez rendu ça responsive. Est-ce que vous avez utilisé un framework CSS du style Material UI ou Bootstrap? Ou est-ce que vous avez choisi de tout faire à la main avec des media queries, peut-être un préprocesseur SAS, etc. Il y a plein de possibilités. Expliquez-nous vraiment comment vous avez rendu ça responsive. Montrez-nous vraiment aussi que vous avez travaillé l'accessibilité dans votre code, puisque dans le titre, il y a une notion également de SEO. Le SEO est intimement lié maintenant avec l'accessibilité. Donc, pour tout ce qui est SEO,
Vous allez mettre l'accent sur le titrage dans vos pages. Est-ce que on a bien placé des H1, H2 de manière organisée et qui respectent les règles? Est-ce qu'on a mis des attributs alt sur nos images? Est-ce qu'on a mis des méta keywords? Est-ce qu'on a mis une méta description et également peut-être des balises sémantiques dans notre code? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place dans votre code HTML. Parlons maintenant de la dernière compétence front, qui s'intitule développer la partie dynamique des interfaces utilisateurs web ou web mobile. Alors, de quoi il est question ici? Pour dynamiser une page visuellement, il n'y a pas 36 solutions sur le web, entre guillemets, on va utiliser majoritairement du JavaScript. Alors, pour cette compétence, évidemment, juste nous faire un alerte bonjour, ça ne suffira pas. Il va falloir nous présenter des choses un petit peu plus élaborées. Est-ce que vous avez mis en place un script qui traite, qui manipule le DOM? Est-ce que vous allez envoyer des requêtes Ajax? Expliquez-nous des choses comme ça. Si bien évidemment vous avez choisi de faire un site en React ou en Angular ou encore une autre technologie JavaScript, alors là il n'y a pas de sujet puisque bien évidemment ça veut dire que vous maîtrisez ce langage et donc ça répond totalement à cette compétence. Alors pour que cette vidéo profite au plus grand nombre, je vous invite à liker la vidéo juste en dessous et éventuellement à la partager à votre communauté. Je fais vraiment cette vidéo dans l'idée de vous aider à vous préparer à votre soutenance et évidemment à aider un maximum de monde. Donc allez-y, partagez. Alors maintenant, nous avons donc parlé des 4 compétences qui sont demandées en front. Passons maintenant au back, qui est composé également de 4 compétences. Donc la première de ces compétences s'intitule « Mettre en place une base de données relationnelle ». Attention à cette compétence, vous êtes attendu au tournant. Là, on parle de conception, on parle de réflexion avant de mettre les mains dans le code. Ici, on va vous demander de parler de méthodologie Meurice, de MCD, de MLD, de MPD. Je vous invite à consulter une autre de mes vidéos sur ma chaîne qui parle spécifiquement de la conception de ces schémas. Attention, vous devez bien nous faire comprendre que vous avez réfléchi au sujet avant de mettre en place votre projet. C'est vraiment de la réflexion en amont. Ça, c'est très important. Vous devez également, pour couvrir cette compétence, nous montrer comment derrière vous avez mis en place cette base de données. Est-ce que vous avez écrit un script SQL qui a mis en place cette base de données, ou alors est-ce que vous avez utilisé un outil tiers? Il y en a plein. Il y a par exemple Doctrine CLI qui vous permet de modéliser vos entités dans le code et ensuite d'effectuer des migrations, ce qui constituera votre base de données. C'est une solution viable, il n'y a pas de problème, mais expliquez-nous quel a été le moyen pour vous de mettre en place cette base de données. Dans la compétence du nouveau titre, on parle également de NoSQL. Alors là, les préceptes sont légèrement différents, la conception n'est pas la même non plus. Vous avez totalement le droit d'utiliser une base NoSQL, mais encore une fois, il faut nous justifier votre choix, nous expliquer son fonctionnement et nous expliquer comment vous avez mis en place tout ça. Alors c'est pareil, pour le NoSQL, il y a quelques mots-clés comme document, collection, plein de choses comme ça. Il faut que si vous nous présentiez ces choses-là, il faut que ce soit des termes que vous maîtrisiez. Alors, deuxième compétence du CCP BAC, développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL. Alors là, pour le coup, la compétence est assez claire. Il faut savoir rédiger des requêtes ou en SQL ou en NoSQL. Donc, si par exemple, vous avez utilisé dans votre projet un ORM ou un autre outil de ce type, attention, parce que vous utilisez souvent l'ORM sans vous préoccuper de quelle requête il fait derrière. Il faut vraiment que vous soyez en capacité de nous traduire les requêtes. Est-ce que, par exemple, j'ai fait un select étoile from, le nom de ma table, etc., avec des conditions, peut-être des jointures. Voilà. Vous devez connaître le langage de requête de votre base de données. Maintenant, parlons donc de la troisième compétence du CCP BAC qui s'intitule « Développer des composants métiers côté serveur ». Donc là, clairement, on parle de langage BAC. On va parler d'objets métiers, on va parler d'échange de données entre les objets, la base de données, les contrôleurs, peut-être un MVC. À vous de voir quelle architecture vous avez utilisée. En tout cas, à ce stade, il faut nous parler d'objets, nous expliquer comment vous avez conçu vos objets, pourquoi par exemple vous avez conçu peut-être un objet voiture, avec quel autre type d'objet il échange des données ou alors est-il en relation. Voilà, il faut nous expliquer tout ça. Montrez-nous également comment ces objets échangent leurs données avec la base de données, aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Et au niveau de cette compétence, une chose assez importante, il va falloir nous parler de sécurité. Dans le référentiel, on parle principalement de 3 failles de sécurité. Vous avez l'injection SQL. Donc l'injection SQL, comment on s'en protège? Eh bien, on va soit faire des requêtes préparées nous-mêmes, ou alors on a peut-être utilisé un ORM, et dans ce cas-là, l'ORM fait les requêtes préparées lui-même, mais ça, il faut nous le préciser, d'accord? Il y a également la faille XSS, donc je le rappelle, de l'injection de code JavaScript malicieux dans votre application. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que vous avez mis en place des procédés particuliers? Est-ce que vous avez vous-même échappé les entrées utilisateurs? Ou alors, est-ce que c'est le framework que vous avez utilisé qui le fait pour vous? Mais dans ce cas-là, soyez en capacité de nous dire quel morceau de code, quelle brique du framework fait cette étape pour vous, d'accord? Ensuite, une dernière faille, c'est la faille CSRF. La faille CSRF, alors en particulier si vous avez une application front et une application back qui communiquent via une API, bah là normalement vous avez sécurisé cette faille en mettant en place la plupart du temps un JWT token, d'accord? Ou alors par exemple si vous avez utilisé un framework comme Symfony, expliquez bien que Symfony protège tous ces formulaires de la faille CSRF en mettant en place automatiquement un token dans les formulaires. Alors, nous arrivons donc maintenant à la dernière compétence côté back qui s'intitule documenter le déploiement d'une application web ou web mobile. Alors, de quoi il s'agit ici? Vous allez nous parler tout simplement des différentes procédures de mise en production que vous pouvez connaître. Alors, bien évidemment, sur vos projets, on est très conscient que c'est une partie sur laquelle souvent vous n'êtes pas encore arrivé. On en est conscient et c'est pas forcément préjudiciable. Par contre, expliquez-nous ce que vous avez l'intention de mettre en place pour mettre en production. Est-ce que vous l'avez documenté? Est-ce que vous l'avez préparé? Est-ce que vous avez écrit des scripts de déploiement? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la mise en production via un simple FTP, c'est un petit peu passé de mode, entre guillemets. Il y a des choses beaucoup plus évoluées maintenant avec les chaînes, les pipelines, les CI/CD, des choses comme ça. Mais ça implique qu'on écrive des scripts, qu'on prévoit les déploiements, c'est devenu plus complexe. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez cette compétence dans le titre. Voilà, nous avons donc maintenant vu l'ensemble des compétences qui sont à traiter pour l'obtention du titre. Je vous rappelle que votre titre est composé de 2 CCP. Pour obtenir votre titre complet, il va donc falloir bien valider ces 2 CCP en parlant de toutes les compétences que nous avons vues durant cette vidéo. Alors moi, dans la vidéo, je vous l'ai présenté dans l'ordre qui est écrit dans le référentiel. C'est une manière de faire. C'est pas forcément la plus ludique. J'ai réalisé une autre vidéo dans laquelle je vous explique justement un autre ordre de présentation qui peut vous permettre de justement passer sur toutes les compétences, mais d'une manière un peu plus sympa, un peu plus en mode histoire, on va dire, et qui vous permettra de le faire de manière, encore une fois, plus ludique. Comme je le dis dans l'autre vidéo, il y a quelques mots-clés aussi qu'il faut que vous arriviez à caser parce que là, dans ce qu'on a vu au niveau du référentiel, ils ne sont pas forcément faciles à placer. Des mots comme méthode agile, méthode d'organisation, Kanban, Scrum, parlez-nous un peu de ça. Il faut également nous parler de RGPD. Également, par rapport à la nouvelle mouture du titre et en rapport avec cette dernière compétence, parlez-nous de Docker. Si vous avez pu en utiliser, tant mieux. Sinon, renseignez-vous un petit peu sur le sujet et mettez-nous 2-3 mots au sujet de ces choses-là. En tout cas, j'en profite pour vous mettre toute une liste de mots-clés à placer dans votre présentation parce que si vous ne parlez pas de tous ces mots-là, de toute façon, vous aurez des questions là-dessus. Alors, parlons maintenant de l'entretien final. Je vous rappelle que cette heure et demie que vous passez avec les jurys est divisée en 3 parties. Donc la présentation, l'entretien technique et l'entretien final. Durant la présentation et l'entretien technique, toutes les questions et tous les échanges se font sur ce que votre projet et votre présentation. L'entretien final, c'est une discussion totalement ouverte qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est complètement informel. Durant ce temps-là, vous-même, vous pouvez poser des questions au jury. Alors, il y a souvent des questions types, puisqu'on est sur un titre professionnel, beaucoup de gens sont dans le cas d'une reconversion professionnelle et les jurys aiment bien souvent savoir dans quel métier vous étiez auparavant. Parce que ça peut éventuellement vous servir pour la suite, et ça, les jurys aiment bien le mettre en évidence parfois. Une autre question peut être comment vous en êtes
venu à vouloir faire du développement, comment vous êtes arrivé dans cette formation, comment vous l'avez vécu. D'accord? C'est pareil, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez très bien nous dire j'ai pas du tout apprécié la formation, j'aime pas le monde du développement. Les jurys n'ont strictement aucun lien avec les écoles, vous ne serez pas pénalisé pour une réponse de ce type-là. Ce serait normal et ce serait franc de votre part et tout à votre honneur. Donc voilà, genre de questions. Et dernière question, vous êtes quasi certain d'avoir, c'est qu'est-ce qui est prévu pour vous après? Alors, tout simplement parce que il y a question de savoir si on vous donne le titre, qu'est-ce que vous allez en faire, tout simplement. Alors, on aime bien entendre, mais ça, effectivement, c'est pas toujours le cas, mais c'est surtout aussi pas forcément de votre fait. Si vous avez trouvé un emploi, tant mieux, c'est génial. Est-ce que vous avez l'intention de peut-être continuer en formation? C'est une possibilité. Justement, durant ce temps d'entretien final, le jury, comme il aura déjà passé plus d'une heure avec vous, il aura commencé à comprendre votre personnalité, vos envies, vos préférences, et du coup, peut-être que les jurys vous prodigueront des conseils plutôt sur votre orientation, et ils vous diront peut-être de tester le niveau plus haut en termes de formation, peut-être qu'ils vous diront, vous avez déjà le niveau pour travailler, allez, lancez-vous dans le monde du travail, voilà, voilà, ils seront en mesure de peut-être vous apporter des conseils. C'est pas une obligation de leur part, mais beaucoup d'entre eux le font. Je sais que je le fais parfois. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un temps d'échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, il n'y a que 2 questions auxquelles ils ne pourront pas répondre. C'est la réponse à est-ce que vous avez votre titre ou pas. C'est comme le permis. Là, on n'a pas de droit de vous le dire à ce moment-là. Et leur identité. Normalement, vous n'avez pas à savoir quel est leur nom et leur prénom. Nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Nous avons traité de l'ensemble des compétences attendues pour le titre DWWM. Je vous mets en complément de cette vidéo sous la vidéo en lien les documents délivrés par le ministère du Travail et l'AFPA. Ce sont des documents qui expliquent tout ce qui est attendu pour le titre. Donc ça vient en complément de cette vidéo et des autres informations qui ont pu être délivrées par le centre de formation lui-même. Je vous invite vraiment à lire ces documents en détail. Toutes les informations y sont. Je vous invite également à aller consulter une autre de mes vidéos qui, elle, vous parle d'un autre ordre de présentation et plein de petites astuces pour être plus à l'aise durant votre présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et je vous dis à très bientôt.